Le grand palais scintillait sous les lustres de cristal comme un diamant géant posé sur les rives de la Seine. C'était le soir du 14 juillet, et tout le gratin parisien s'était rassemblé pour le bal impérial, l'événement le plus prestigieux de l'année, celui où les vieilles fortunes rencontraient les nouveaux riches, où les alliances se formaient et où les réputations se faisaient ou se défaisaient en l'espace d'une valse. Marguerite Beaumont se tenait au milieu de la salle de bal, pétrifiée. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles, couvrant presque les rires cruels qui fusaient autour d'elle. La robe qu'elle avait commandée chez le célèbre couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, cette robe en soie sauvage couleur émeraude qui avait coûté 3 mois de son salaire d'enseignante, gisait en lambeaux à ses pieds. Les coutures latérales avaient cédé d'un seul coup, avec un bruit déchirant qui avait fait se retourner toutes les têtes de l'assemblée. Elle se retrouvait là, au centre de cette salle magnifique, au plafond orné de fresques représentant les conquêtes napoléoniennes, vêtue seulement de son corset et de ses jupons, exposée aux regards impitoyables de 300 personnes qui représentaient l'élite française. Les miroirs dorés qui ornaient les murs lui renvoyaient son image multipliée à l'infini, une femme de 32 ans, aux courbes généreuses que la société parisienne jugeait excessives, aux joues rougies par l'humiliation, aux yeux noisettes brillants de larmes contenues. « Eh bien, Marguerite, » déclara une voix qu'elle connaissait trop bien, une voix masculine qui résonnait avec une cruauté calculée. Il semblerait que même les meilleurs couturiers de Paris ne puissent accomplir de miracles. Certaines formes sont tout simplement impossibles à habiller convenablement. Alexandre de Montfort se tenait à quelques mètres d'elle, impeccable dans son habit queue de pie noir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en arrière, son visage aristocratique arborant un sourire méprisant qui faisait ressortir la finesse de ses traits. Cet homme qu'elle avait aimé pendant 5 longues années, cet homme pour qui elle avait quitté sa Bretagne natale, cet homme qui lui avait promis le mariage avant de découvrir qu'elle n'était pas l'héritière qu'il espérait. « Alexandre » murmura-t-elle, sa voix se brisant comme du verre fragile. « Ne me fais pas cette scène, ma chère, » continua-t-il avec un geste négligent de la main, comme s'il chassait une mouche importune. « Tu savais très bien que tu n'avais pas ta place ici ce soir. Je t'avais conseillé de décliner l'invitation. Mais non, tu as insisté, avec cette obstination typique des provinciales qui ne connaissent pas les codes de notre monde. Regarde-toi maintenant. Tu es devenue la risée de tout Paris. » Les murmures s'intensifiaient autour d'elle comme une marée montante. Marguerite pouvait distinguer les mots cruels qui s'échappaient des lèvres peintes des dames en robe de bal, grotesques. Comment a-t-elle osé? Pauvre chose! Elle aurait dû rester dans sa campagne. Charlotte de Valois, la sœur d'Alexandre, s'avança avec un châle qu'elle jeta sur les épaules nues de Marguerite, avec un geste qui se voulait charitable mais qui n'était que condescendance pure. « Ma pauvre enfant, » dit-elle d'une voix sirupeuse qui dégoulinait de fausse compassion, « laisse-moi t'accompagner dehors avant que tu ne te ridiculises davantage. » Mais ce fut le rire d'Alexandre qui acheva de briser quelque chose en Marguerite. Ce rire cristallin, aristocratique, ce rire qu'elle avait aimé entendre autrefois lorsqu'il se promenait dans les jardins du Luxembourg ou lorsqu'il dînait dans de petits bistrots du Marais. Ce même rire résonnait maintenant comme un coup de fouet sur son âme déjà meurtrie. Marguerite ramassa les restes de sa robe d'une main tremblante, serra le châle autour d'elle et traversa la salle dans un silence pesant. Chaque pas sur le parquet ciré résonnait comme un tambour funèbre. Elle passa devant les buffets somptueux chargés de champagne et de mets délicats auxquels elle n'avait pas touché de la soirée, devant les colonnes de marbre blanc qui soutenaient ce temple de l'hypocrisie, devant les regards qui la suivaient comme des poignards plantés dans son dos. Dehors, la nuit parisienne était douce et parfumée. L'air de juillet portait le parfum des tilleuls en fleurs qui bordaient l'avenue. Mais Marguerite ne sentait rien de tout cela. Elle ne voyait que le flou des réverbères à travers ses larmes, n'entendait que le martèlement de son cœur brisé.
Elle est là un fiacre qui passait sur l'avenue Winston Churchill et s'effondra sur la banquette usée, laissant enfin couler les sanglots qu'elle avait retenus. « Où allons-nous, madame » demanda le cocher d'une voix bourrue. « Au Marais » répondit-elle dans un souffle. « Rue des Rosiers » Alors que la voiture s'ébranlait dans les rues illuminées de Paris, Marguerite regarda par la fenêtre la ville qui l'avait trahie. Les façades haussmanniennes qui lui avaient semblé si majestueuses à son arrivée 5 ans plus tôt lui paraissaient maintenant froides et hostiles. Les cafés remplis de rires et de conversations animées lui rappelaient seulement qu'elle n'avait plus sa place nulle part dans ce monde cruel et superficiel. Elle rentra dans son petit appartement du 3e étage sans ascenseur, alluma une seule bougie et s'assit près de la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Dans l'obscurité, entourée par le silence pesant de sa solitude, Marguerite Beaumont pleura jusqu'à ce que l'aube commence à éclaircir le ciel parisien. Elle pleura sur ses rêves brisés, sur son amour trahi, sur sa dignité piétinée. Elle ne savait pas encore que cette nuit atroce marquerait le début de sa véritable histoire, celle qui ferait trembler l'Empire tout entier. Marguerite était arrivée à Paris par un matin pluvieux d'octobre, 5 ans auparavant. Elle venait de Quimper, cette ville bretonne aux maisons à colombages où elle avait grandi dans une famille modeste mais aimante. Son père était horloger, sa mère tenait une petite boutique de tissus. Ils avaient économisé pendant des années pour offrir à leur fille unique une éducation convenable, rêvant qu'elle devienne institutrice, un métier respectable pour une jeune femme de leur condition. Elle avait excellé dans ses études, obtenant son brevet avec mention, et avait décroché un poste d'enseignante dans une école primaire du 3e arrondissement de Paris. C'était une opportunité inespérée, une chance de découvrir la capitale, de s'élever socialement. Ses parents l'avaient accompagnée à la gare, les yeux brillants de fierté et d'inquiétude mêlées. Sa mère lui avait glissé dans la main un petit sac de velours contenant la broche en argent qui avait appartenu à sa grand-mère. « Pour les moments difficiles, ma chérie, » avait-elle murmuré. « Souviens-toi que tu viens d'une lignée de femmes fortes. » Les premiers mois avaient été grisants. Marguerite découvrait Paris avec des yeux émerveillés, les grands boulevards, les monuments historiques, les musées, les théâtres. Elle louait une chambre de bonne dans un immeuble de la rue des Archives, une pièce minuscule sous les toits où l'on étouffait l'été et où l'on gelait l'hiver, mais qui lui appartenait. Son école était à 10 minutes à pied, un bâtiment en pierre de taille avec une cour pavée où résonnaient les cris joyeux des enfants. C'était là, dans un salon littéraire du Marais où elle s'était rendue sur l'invitation d'une collègue, qu'elle avait rencontré Alexandre de Montfort. Il était venu écouter une lecture de poésie contemporaine, accompagné d'un groupe d'amis aristocrates en goguette. Leurs regards s'étaient croisés au-dessus d'un verre de vin rouge, et quelque chose avait passé entre eux, une étincelle que Marguerite avait cru être de l'amour véritable. Alexandre l'avait courtisée avec une ardeur qui l'avait étourdie. Il l'emmenait dans des restaurants élégants, lui offrait des livres rares, lui murmurait des vers de Baudelaire en marchant le long de la Seine. Il semblait fasciné par son intelligence, par sa fraîcheur, par cette authenticité que, disait-il, il ne trouvait pas chez les jeunes femmes de son milieu. « Tu es différente, Marguerite, » lui répétait-il en caressant ses cheveux auburn. « Tu as une âme, là où les autres n'ont qu'un compte en banque. » Mais les choses avaient commencé à changer subtilement après quelques mois. Alexandre avait commencé à faire des remarques sur son apparence, toujours enrobée d'humour pour qu'elle ne paraisse pas trop cruelle. « Ma chère, peut-être devrais-tu éviter les pâtisseries. Tu sais combien les Parisiennes sont attentives à leurs lignes. » Ou encore, « Cette robe te va bien, mais peut-être dans une taille au-dessus. » Marguerite, qui avait toujours été ronde depuis l'enfance, n'avait jamais vraiment souffert de son poids en Bretagne. Sa famille l'adorait telle qu'elle était, et les gens de Quimper jugeaient davantage le caractère que l'apparence. Mais à Paris, et surtout dans les cercles qu'Alexandre fréquentait,
la minceur était une religion et l'élégance un dogme intransigeant. Elle avait commencé à se regarder différemment dans les miroirs. Où elle voyait auparavant une femme aux courbes généreuses, au visage rond et aux joues roses qui lui donnaient un air de santé et de joie de vivre, elle ne voyait plus que des défauts à corriger. Ses hanches lui semblaient trop larges, son ventre trop rond, ses bras trop pleins. Elle évitait maintenant son reflet, baissait les yeux en passant devant les vitrines des magasins. Elle s'était mise à manger de moins en moins, sautant le petit déjeuner, ne prenant qu'une soupe claire pour le déjeuner. Le soir, seule dans son appartement du Marais où elle avait déménagé pour être plus proche d'Alexandre, elle résistait à la faim qui lui tordait l'estomac en buvant du thé et en corrigeant les cahiers de ses élèves. Mais son corps, habitué aux repas copieux de la Bretagne, au beurre salé et aux crêpes de sa mère, résistait à cette privation. Les kilos ne partaient pas. Pire, il semblait s'accrocher à elle avec encore plus de ténacité, comme si son corps se rebellait contre cette torture. Marguerite se sentait prisonnière de son propre corps, trahie par cette enveloppe charnelle qui refusait de se conformer aux standards impossibles de la haute société parisienne. Les sorties avec Alexandre étaient devenues des épreuves. Dans les restaurants chics du 8e arrondissement, elle voyait bien les regards désapprobateurs que les maîtres d'hôtel lançaient sur elle avant de les conduire à une table au fond, jamais près des fenêtres. Lors des soirées dans les hôtels particuliers du 16e arrondissement, elle surprenait les chuchotements des autres invités, c'est la nouvelle conquête d'Alexandre. Quel étrange! Les mots s'estompaient toujours, mais Marguerite savait très bien comment les phrases se terminaient. Charlotte, la sœur d'Alexandre, était la pire de tous. Cette femme mince comme un fil de fer, au visage anguleux et aux yeux froids comme l'hiver, ne perdait jamais une occasion de glisser un commentaire venimeux. « Ma chère Marguerite, ce canapé est absolument délicieux, mais peut-être pas pour toi, disait-elle en société avec un sourire carnassier. Ou encore, Alexandre, vraiment, tu devrais emmener ton ami chez le docteur Lavoisier. Il fait des merveilles avec les cas difficiles. Le pire était qu'Alexandre riait de ses remarques, ou pire encore, restait silencieux, ne la défendant jamais. Son amour, si ardent au début, s'était refroidi comme le café du matin dans une tasse oubliée. Leur conversation qui durait autrefois des heures se réduisait maintenant à des échanges polis et distants. Les promenades romantiques avaient cessé. Les bouquets de fleurs n'arrivaient plus. Marguerite s'accrochait pourtant, avec le désespoir d'une noyée qui s'agrippe à une planche pourrie. Elle l'aimait encore, de cet amour aveugle et destructeur qui lui faisait accepter l'inacceptable. Elle se disait que si seulement elle pouvait perdre du poids, si seulement elle pouvait devenir la femme qu'il voulait qu'elle soit, tout redeviendrait comme avant. Elle avait dépensé des fortunes qu'elle n'avait pas en corsets de plus en plus serrés, en crèmes miraculeuses vendues par des charlatans de Montmartre, en consultations chez des médecins qui lui prescrivaient des potions immondes censées brûler les graisses. Rien ne fonctionnait. Son corps refusait de céder, et chaque échec creusait un peu plus le gouffre de son désespoir. À l'école, elle continuait d'enseigner avec passion, trouvant dans le regard innocent de ses élèves un réconfort que le monde des adultes lui refusait. Les enfants ne la jugeaient pas sur son apparence. Pour eux, elle était simplement mademoiselle Beaumont, la maîtresse gentille qui leur apprenait à lire et à compter, qui leur racontait des histoires de chevaliers et de princesses, qui séchait leurs larmes et applaudissait leurs progrès. Mais chaque soir, en rentrant dans son appartement de la rue des Rosiers, elle retrouvait sa solitude et sa honte. Elle évitait ses voisins, ne répondait plus aux lettres de sa mère qui s'inquiétait de son silence prolongé. Elle vivait comme une ombre, ne prenant plus aucun plaisir à rien, même pas à la lecture qui avait été sa grande passion. C'est dans cet état de fragilité absolue qu'elle avait reçu l'invitation au bal impérial. Une carte élégante en papier vélin, avec son nom calligraphié à l'encre dorée. Alexandre lui avait dit que c'était une erreur, que quelqu'un avait dû se tromper, qu'elle ne devrait pas y aller.
Mais Marguerite avait vu dans cette invitation une dernière chance, un signe du destin. Elle avait dépensé ses dernières économies pour cette robe émeraude, s'imaginant qu'elle ferait sensation, qu'Alexandre la regarderait avec fierté, qu'elle prouverait à tous qu'elle avait sa place dans ce monde. Elle s'était préparée pendant des heures, avait coiffé ses cheveux avec soin, s'était parfumée avec l'eau de Cologne que sa mère lui avait offerte. Et tout s'était terminé par l'humiliation la plus totale, la destruction complète de ce qui restait de sa dignité. Recroquevillée près de la fenêtre de son appartement, alors que Paris s'éveillait lentement dans la lumière rose de l'aube, Marguerite comprit enfin une vérité terrible. Elle avait laissé l'amour d'un homme cruel la transformer en une version pathétique d'elle-même. Elle avait trahi la femme forte qu'elle était censée être, la fille des femmes bretonnes qui ne pliait jamais devant l'adversité. Cette prise de conscience fut à la fois déchirante et libératrice. Dans la douleur absolue de cette nuit, quelque chose de nouveau commençait à germer en elle, quelque chose de dur et de déterminé, comme une graine qui ne pourrait fleurir qu'après avoir survécu à l'hiver le plus rigoureux. Les jours qui suivirent le désastre du bal impérial furent les plus sombres de la vie de Marguerite. L'histoire s'était répandue dans tout Paris avec la vitesse d'un feu de forêt. Dans les salons du faubourg Saint-Germain, dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, dans les ateliers de couture de la rue de la Paix, on ne parlait que de l'incident Beaumont. Les détails étaient embellis à chaque récit, transformant l'accident en une farce grotesque où Marguerite devenait un personnage de comédie vulgaire. Elle avait voulu retourner à son école, retrouver le réconfort de ses élèves et de son travail. Mais même là, le scandale l'avait précédée. Le directeur, M. Dubois, un homme sec et nerveux qui sentait toujours l'eau de Cologne bon marché, l'avait convoqué dans son bureau le lundi suivant. Mademoiselle Beaumont, avait-il commencé en tortillant sa moustache grise d'un air embarrassé, vous comprenez bien que notre établissement doit maintenir une certaine réputation. Nous éduquons les enfants des familles respectables du Marais et du 3e arrondissement. Les parents ont des attentes concernant la conduite morale et la dignité de nos enseignants. Monsieur le directeur, avait répondu Marguerite d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme, je n'ai rien fait de répréhensible. Un accident vestimentaire ne remet pas en question ma capacité à enseigner ni ma moralité. Un accident, certes, avait-il répliqué en évitant son regard, mais qui démontre un manque de jugement. Vous êtes allé dans un lieu qui n'était pas approprié pour une personne de votre condition et de votre constitution. Plusieurs parents ont déjà exprimé leurs préoccupations. La baronne de Châtillon a retiré ses 2 fils de votre classe. Le coup avait été terrible. Marguerite aimait les enfants Châtillon, 2 petits garçons espiègles mais attachants qui progressaient merveilleusement en lecture. Mais c'est injuste, s'était-elle exclamée. Qu'ai-je fait de mal? J'ai été victime d'une humiliation publique, et maintenant je dois être puni une seconde fois? Je ne vous punis pas, mademoiselle, avait-il murmuré en rangeant nerveusement des papiers sur son bureau. Je vous suggère simplement de prendre quelques semaines de repos. Sans salaire, bien entendu. Le temps que les choses se calment. Marguerite était sortie de l'école dans un état second. Sans salaire, elle ne pourrait pas payer son loyer. Elle avait déjà épuisé ses économies pour la robe maudite. Les lettres de sa mère, qu'elle n'avait pas ouvertes depuis des semaines, s'empilaient sur la petite table de son entrée, silencieux reproche de son abandon familial. Les jours suivants, elle s'était aventurée dans les rues de Paris, espérant trouver un travail temporaire, n'importe quoi pour subsister. Mais partout où elle allait, la même scène se répétait. Dans une boutique de chapellerie de la rue de Rivoli, la propriétaire l'avait regardée de haut en bas avant de déclarer « Nous cherchons quelqu'un pour représenter notre marque, ma chère. Nos clientes doivent pouvoir s'identifier à notre vendeuse. » Vous comprenez? Dans une maison d'édition du quartier latin où elle s'était présentée pour un poste de correctrice, le directeur avait été plus direct. « Mademoiselle Beaumont?
La demoiselle du scandale du Grand Palais. Ma chère, notre maison a une réputation à préserver. Même le petit bistrot de la rue des Francs-Bourgeois où elle prenait parfois son déjeuner était devenu hostile. Un après-midi, alors qu'elle s'installait à sa table habituelle près de la fenêtre, le patron, un homme bedonnant qu'elle avait toujours trouvé sympathique, s'était approché d'elle avec un air gêné. « Mademoiselle Beaumont, avait-il commencé en s'essuyant les mains sur son tablier graisseux, j'ai eu des plaintes. Des clients qui disent que votre présence les dérange. Que vous prenez trop de place. Je ne peux pas me permettre de perdre des clients réguliers, vous comprenez? » Marguerite avait senti les larmes monter mais avait refusé de pleurer devant lui. Elle s'était levée avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler et était sortie, ignorant les regards satisfaits des autres clients qui avaient assisté à la scène. Mais le pire était encore à venir. Un soir, elle avait reçu un carton d'invitation pour une soirée chez les Montfort, dans leur hôtel particulier de l'avenue Foch. Elle avait d'abord pensé que c'était une erreur, ou peut-être un geste de réconciliation de la part d'Alexandre. Dans un moment de faiblesse, espérant contre tout espoir qu'il voulait s'excuser, elle s'y était rendue. L'hôtel particulier des Montfort était une merveille d'architecture Second Empire, avec sa façade en pierre de taille ornée de balcons en fer forgé et ses hautes fenêtres illuminées par des centaines de bougies. Un maître d'hôtel en livrée l'avait fait entrer dans le grand salon où une cinquantaine d'invités bavardaient en sirotant du champagne. Dès son entrée, le silence s'était fait. Tous les regards s'étaient tournés vers elle. Alexandre se tenait près de la cheminée monumentale en marbre blanc, un verre à la main, entouré d'un groupe d'amis aristocrates. En voyant Marguerite, un sourire mauvais était apparu sur son visage. « Ah, notre invité d'honneur » avait-il annoncé d'une voix forte qui portait dans toute la pièce. « Mesdames et messieurs, je vous présente Mademoiselle Marguerite Beaumont, la femme qui a prouvé que même les miracles de la haute couture française ont leurs limites. » Des rires avaient fusé de partout. Marguerite avait compris alors, avec une clarté horrible, qu'elle avait été invitée uniquement pour servir de divertissement, de bouffonne pour amuser ces gens cruels et désœuvrés. Charlotte de Valois s'était approchée, resplendissante dans une robe de satin blanc qui mettait en valeur sa silhouette de guêpe. « Ma chère Marguerite, avait-elle roucoulé avec une fausse douceur, j'espère que tu n'as pas fait d'effort vestimentaire particulier ce soir. Ce serait dommage de revivre le désagrément de l'autre soir. Bien que, je dois l'admettre, tu nous as offert le spectacle le plus mémorable de la saison. J'ai entendu dire que les couturiers de Paris ont maintenant ajouté une nouvelle clause dans leur contrat, avait ajouté un jeune homme au visage poupin, provoquant de nouveaux rires. Une garantie anti-Beaumont pour protéger leur création. Peut-être devrions-nous organiser un concours, avait suggéré une femme blonde au nez pointu. Qui pourra créer une robe capable de contenir Mademoiselle Beaumont? Le vainqueur recevrait la médaille du mérite textile français. Marguerite était restée debout au milieu de la pièce, encaissant chaque remarque comme un coup de poignard. Alexandre la regardait avec une expression mélange de mépris et de satisfaction cruelle. C'était lui qui avait orchestré tout cela, qui avait transformé sa douleur en spectacle pour le divertissement de ses pairs. « Alexandre, avait-elle murmuré, sa voix à peine audible, comment peux-tu? Nous nous sommes aimés. Tu m'as dit que j'étais différente, que tu admirais mon authenticité. Mon Dieu, avait-il répondu en roulant des yeux avec exagération, tu ne croyais quand même pas que j'étais sérieux? Ma pauvre fille, tu étais un amusement, une distraction provinciale. Tu pensais vraiment que Montfort épouserait une... » Il avait fait un geste vague de la main vers elle, son visage tordu par le dégoût. « Une quoi » avait demandé Marguerite, une colère froide commençant à remplacer l'humiliation. « Dis-le, Alexandre. Dis ce que tu penses vraiment. Une grosse institutrice sans le sou qui ne connaît rien aux bonnes manières ni à la vie en société, avait-il craché.
Tu as vraiment cru que tu avais la place ici? Dans notre monde? Tu n'es rien, Marguerite. Tu n'as jamais rien été et tu ne seras jamais rien. Retourne dans ton trou breton avec les autres paysans. C'est là que tu appartiens. Le silence qui avait suivi était pesant, électrique. Même les invités, habitués à la cruauté sociale, semblaient mal à l'aise devant une telle violence verbale. Marguerite avait senti quelque chose se briser définitivement en elle, mais cette fois, ce n'était pas son esprit qui se fracturait, c'étaient les chaînes qui la retenaient à cet homme, à ce monde, à cette version pathétique d'elle-même. « Tu as raison, Alexandre, avait-elle dit d'une voix calme et claire qui la surprit elle-même. Je n'appartiens pas à ce monde. Un monde où l'apparence compte plus que le caractère, où la cruauté est considérée comme de l'esprit, où des gens vides de toute substance se réunissent pour se moquer de ceux qu'ils jugent inférieurs. Je ne veux pas de ta place dans ce monde pourri. » Elle s'était retournée et avait marché vers la sortie, la tête haute malgré les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. Derrière elle, les rires avaient repris, plus forts et plus moqueurs qu'avant. Mais cette fois, quelque chose en elle refusait de s'effondrer. Dehors, sous les étoiles de cette nuit de juillet, Marguerite Beaumont fit un serment silencieux. Elle ne savait pas encore comment, elle ne savait pas encore quand, mais elle ferait payer à Alexandre de Montfort et à tout son monde de superficialité et de cruauté le prix de leur mépris. Elle leur prouverait qu'elle valait 1000 fois plus que tous ces aristocrates décadents réunis. La vengeance n'était peut-être pas noble, mais à ce moment précis, c'était la seule chose qui la gardait debout, la seule lumière dans l'obscurité totale où elle se trouvait. 3 jours après l'humiliation chez les Montfort, Marguerite reçut une lettre qui allait changer le cours de son destin. L'enveloppe épaisse, en papier vergé de haute qualité, portait le sceau d'un cabinet d'avocats de Bordeaux, Maître Rousseau et associés. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, craignant quelque nouvelle catastrophe, peut-être une poursuite pour les dettes qu'elle commençait à accumuler. Mademoiselle Marguerite Beaumont, commençait la lettre dans une calligraphie élégante. Nous avons l'honneur de vous informer que feu votre grand-oncle, Monsieur Édouard Beaumont, est décédé le 8 juin dernier dans sa propriété du château de Peyre-le-Vade, situé dans le Médoc, près de Bordeaux. Conformément à ses dernières volontés, et en l'absence d'autres héritiers directs, vous êtes désigné comme unique légataire de l'ensemble de sa succession. Marguerite dut relire ces lignes 3 fois avant d'en comprendre le sens. Un grand-oncle? Elle n'avait jamais entendu parler d'un Édouard Beaumont. Ses parents n'avaient jamais mentionné de branche riche de la famille. Ils vivaient modestement à Quimper, sans prétention ni la lettre continuait. La succession comprend le château de Peyre-le-Vade et ses terres, totalisant 150 hectares de vignobles en production, ainsi que les actifs financiers et les participations dans diverses entreprises. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter à notre cabinet à votre plus tôt convenance pour finaliser les formalités. Marguerite n'avait pas d'argent pour le voyage à Bordeaux, mais elle vendit la broche en argent de sa grand-mère, celle que sa mère lui avait donnée le jour de son départ pour Paris. Cette broche qui devait la protéger dans les moments difficiles allait maintenant la mener vers sa destinée. Le train pour Bordeaux traversait des paysages que Marguerite regardait sans les voir, son esprit tourbillonnant de questions et d'espoirs prudents. Et si cette lettre était une erreur? Et si ce n'était qu'une modeste maison avec un petit jardin? Elle se refusait à espérer trop fort, craignant une nouvelle déception. À la gare Saint-Jean de Bordeaux, un homme âgé en costume sombre l'attendait avec une pancarte portant son nom. Mademoiselle Beaumont? Je suis Jean Mercier, le régisseur du château de Peyre-le-Vade depuis 30 ans. Maître Rousseau m'a demandé de vous conduire au domaine. Ils roulèrent pendant 1 heure à travers les vignobles dorés du Médoc. Le soleil de fin juillet caressait les rangées infinies de vignes chargées de grappes qui mûrissaient lentement. Enfin, au détour d'une allée bordée de platanes centenaires, le château apparut. Marguerite en eut le souffle coupé.
Ce n'était pas un château de conte de fées avec des tours et des douves, mais une magnifique demeure du XVIIIe siècle en pierre blonde, avec une façade symétrique ornée de hautes fenêtres à petits carreaux et un toit d'ardoise grise. Des rosiers grimpants encadraient la porte d'entrée monumentale. Tout respirait l'élégance discrète et la richesse séculaire. Votre grand-oncle était un homme très particulier, expliqua M. Mercier en l'aidant à descendre de la voiture. Il s'était brouillé avec toute sa famille il y a 50 ans à cause d'un désaccord sur un mariage. Il a quitté Paris et s'est installé ici, dans le domaine qu'il avait hérité de sa mère. Il n'a jamais voulu revoir quiconque portant le nom de Beaumont. Jusqu'à ce qu'il tombe malade, il y a 6 mois. Ils entrèrent dans un hall majestueux au sol de marbre blanc et noir disposé en damier. Un escalier à double révolution menait aux étages supérieurs. Les murs étaient ornés de portraits de famille et de paysages bordelais. Il a demandé un détective privé de retrouver tous les descendants Beaumont, continua Mercier. Il y en avait plusieurs, mais c'est vous qui l'a choisi. Quand le détective lui a envoyé des informations sur vous, votre parcours, votre métier d'enseignante, votre vie à Paris, il a dit que vous étiez la seule qui avait du caractère, la seule qui n'était pas devenue esclave de l'argent et des apparences. Une gouvernante apparut, une femme robuste d'une 60aine d'années au visage chaleureux. Mademoiselle Beaumont, bienvenue au château. Je suis Madame Dubois. Monsieur Édouard m'a laissé une lettre à vous remettre personnellement. Il l'a écrite 2 jours avant sa mort. Marguerite prit l'enveloppe d'une main tremblante et se retira dans la bibliothèque, une pièce magnifique aux murs couverts de livres du sol au plafond, avec de profonds fauteuils de cuir et une cheminée où un feu crépitait malgré la saison, car les vieilles pierres gardaient toujours une certaine fraîcheur. Ma chère Marguerite, commençait la lettre dans une écriture tremblante mais ferme, je ne t'ai jamais rencontrée, et je le regrette amèrement. Maintenant que ma vie touche à sa fin. J'ai gâché 50 années par orgueil et ressentiment, refusant tout contact avec ma famille à cause d'une querelle stupide dont je ne me souviens même plus des détails exacts. Quand j'ai appris que j'étais mourant, j'ai voulu savoir ce qu'étaient devenus les Beaumont. Le détective m'a raconté ta vie, une jeune femme brillante, enseignante dévouée, qui s'est élevée par son travail et son intelligence. Mais il m'a aussi raconté autre chose. Il m'a parlé d'une femme qui souffre parce que le monde parisien la juge sur son apparence plutôt que sur sa valeur. Une femme qui aime un homme qui ne la mérite pas et qui la traite avec cruauté. Marguerite sentit les larmes couler. Comment pouvait-il savoir? Le détective l'avait-il espionné? Je te lègue tout ce que je possède, non par devoir familial, mais parce que je vois en toi quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, l'authenticité. Mais je t'impose une condition, ma chère nièce. Ne gaspille pas cet héritage en essayant d'acheter l'amour ou l'acceptation de ceux qui ne te respectent pas. Utilise cette fortune pour devenir pleinement qui tu es, sans excuse et sans compromis. Le monde t'a jugé et t'a trouvée insuffisante. Maintenant, juge ce monde à ton tour. Et s'il ne te convient pas, construis-en un meilleur. Tu as maintenant les moyens de faire trembler un empire. Souviens-toi de ceci, la vraie élégance n'est pas dans la minceur du corps mais dans la force du caractère. La vraie beauté n'est pas dans les traits du visage mais dans la dignité de l'âme. Et le vrai pouvoir n'appartient pas à ceux qui héritent d'un titre, mais à ceux qui héritent de la détermination. Sois implacable, ma chère Marguerite. Sois glorieuse. Et surtout, ne pardonne jamais à ceux qui ont piétiné ta dignité. Ton grand-oncle qui t'aime sans t'avoir connu, Édouard. Marguerite resta immobile pendant de longues minutes, la lettre serrée contre son cœur. Puis, lentement, quelque chose changea en elle. Elle se leva, marcha vers le grand miroir doré qui ornait un mur de la bibliothèque, et se regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Elle ne vit plus les défauts que Paris lui avait appris à détester.
Elle vit une femme aux yeux intelligents, au visage expressif, aux courbes qui parlaient de vie et de santé. Elle vit une survivante. Elle vit une héritière. Elle vit une force de la nature qui avait été comprimée trop longtemps et qui était sur le point d'exploser. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Maître Rousseau lui expliqua l'étendue de sa fortune. Les vignobles produisaient certains des meilleurs vins du Médoc, vendus dans le monde entier. Il y avait aussi des participations dans des chemins de fer, des mines, des entreprises textiles. Édouard Beaumont avait été un investisseur avisé. Sa fortune se chiffrait en millions de francs. Vous êtes maintenant l'une des femmes les plus riches de France, mademoiselle, avait dit l'avocat avec un sourire respectueux. Que comptez-vous faire? Marguerite avait souri, un sourire qui aurait glacé le sang d'Alexandre s'il l'avait vu. Je compte rentrer à Paris, maître Rousseau. Et faire ce que mon grand-oncle m'a conseillé, juger ce monde qui m'a jugé. Elle passa 3 mois à Bordeaux, apprenant à gérer son domaine, rencontrant les viticulteurs, étudiant les comptes avec une acuité qui surprit même les hommes d'affaires les plus endurcis. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les chiffres et la stratégie commerciale, des compétences que personne n'avait jamais pensé à développer chez elle. Elle engagea également les meilleurs conseillers. Un expert en mode qui ne la jugea jamais mais créa pour elle une garde-robe magnifique qui célébrait ses courbes plutôt que de les cacher, un professeur de maintien qui lui apprit à se mouvoir avec la grâce d'une reine, un maître d'échecs qui lui enseigna la stratégie et la patience. Madame, lui dit un jour son conseiller en mode, un homme élégant du nom de Christophe Laurent, vous n'avez pas besoin de changer votre corps. Vous avez besoin de changer votre regard sur votre corps. Et surtout, vous avez besoin de changer le regard du monde. Ensemble, ils créèrent un style qui allait révolutionner Paris, des robes qui n'essayaient pas de dissimuler mais qui célébraient, des couleurs audacieuses, des tissus somptueux, des coupes qui transformaient chaque courbe en déclaration de guerre contre les canons étriqués de la beauté parisienne. En octobre, Marguerite était prête. Elle loua un hôtel particulier dans le 7e arrondissement, avenue de Breteuil, une adresse prestigieuse avec vue sur les Invalides. Elle engagea une armée de domestiques, acheta une collection de bijoux qui ferait pâlir d'envie les duchesses, et commanda une voiture avec des chevaux blancs immaculés. Mais plus important encore, elle utilisa sa fortune pour acheter des parts dans les entreprises où Alexandre et sa famille avaient des intérêts. Discrètement, à travers différents intermédiaires, elle devint actionnaire majoritaire de la banque où les Montfort plaçaient leur argent, de la compagnie de chemin de fer qu'ils dirigeaient, du journal mondain qui publiait les nouvelles de la haute société. Marguerite ne se précipita pas. Elle attendit, patiente comme une araignée au centre de sa toile, tissant méticuleusement le piège qui allait capturer ceux qui l'avaient humiliée. Elle savait que la vengeance servie froide était la plus délicieuse. En novembre, elle fit sa première apparition publique depuis son départ de Paris. C'était à l'Opéra Garnier, pour une représentation de Carmen. Marguerite arriva dans sa voiture tirée par 4 chevaux blancs, vêtue d'une robe en velours pourpre brodée de fils d'or qui scintillaient sous les lumières du grand escalier. Des diamants ornaient son cou et ses oreilles, non pas avec ostentation, mais avec une élégance souveraine. Le silence se fit sur son passage. Les gens ne la reconnurent pas immédiatement, puis les chuchotements commencèrent. C'est elle. Marguerite Beaumont. Mais comment? D'où vient cet argent? Elle prit place dans une loge de premier rang, celle-là même qui avait appartenu pendant des générations au Montfort mais qu'elle avait acheté 2 semaines auparavant. De là, elle pouvait voir Alexandre et Charlotte dans leur loge, de l'autre côté de la salle. Leurs visages, quand ils la reconnurent, passèrent par toute une gamme d'expressions, incrédulité, confusion, puis inquiétude. Marguerite ne leur accorda qu'un seul regard, un sourire léger aux lèvres, avant de reporter son attention sur la scène. L'opéra pouvait commencer.
Mais ce n'était que le prologue du véritable spectacle qu'elle s'apprêtait à orchestrer. Les semaines qui suivirent la réapparition de Marguerite furent électriques. Tout Paris ne parlait que de la mystérieuse transformation de l'ancienne institutrice devenue baronne de Peyrelevade. Elle avait officiellement revendiqué le titre attaché aux terres de son grand-oncle. Les journaux mondains, dont elle contrôlait maintenant secrètement les plus influents, publiaient des articles sur l'héritière méconnue et la fortune des vignobles bordelais. Marguerite jouait son rôle à la perfection. Elle donna une série de dîners dans son hôtel particulier de l'avenue de Breteuil, invitant stratégiquement les personnes les plus influentes de Paris, banquiers, industriels, artistes, écrivains, politiciens. Ces soirées devinrent rapidement les plus courues de la capitale, non par ostentation, mais par la qualité des conversations et des invités. Elle finança généreusement des œuvres caritatives, notamment des écoles pour les enfants défavorisés du Marais et de Belleville. Elle créa des bourses pour les jeunes femmes souhaitant devenir enseignantes. Elle transforma son ancien appartement de la rue des Rosiers en bibliothèque publique gratuite. Son nom commença à être associé non pas à la honte, mais à la générosité et à l'intelligence. Alexandre de Montfort regardait tout cela avec une inquiétude grandissante. Il avait tenté à plusieurs reprises de lui rendre visite, mais Marguerite refusait systématiquement de le recevoir. « Madame la baronne est occupée », lui disait son majordome avec une politesse glaciale qui était plus insultante qu'une porte claquée au nez. Charlotte de Valois, elle, était plus directe dans son hostilité. Lors d'un bal chez la comtesse de Beauregard, elle s'était approchée de Marguerite avec son sourire de vipère habituel. « Ma chère Marguerite », avait-elle susurré assez fort pour être entendue du groupe qui les entourait, « tout cet argent, ces bijoux, ces beaux atours. Mais dis-moi, as-tu enfin réussi à perdre ces kilos disgracieux qui te rendaient si volumineuse ?» Marguerite l'avait regardée avec un calme olympien, un sourire amusé aux lèvres. « Ma chère Charlotte, » avait-elle répondu d'une voix claire et posée, « je n'ai pas perdu un seul kilo. Et savez-vous pourquoi? Parce que j'ai réalisé que mon corps n'a jamais été le problème. Le problème était les gens comme vous, qui jugent la valeur d'une personne à l'aune d'une balance plutôt qu'à celle de son caractère. » Elle avait fait une pause, promenant son regard sur l'assemblée qui écoutait maintenant avec attention. « Mais je comprends votre obsession pour mon apparence. Quand on n'a rien de substantiel à offrir, ni intelligence, ni gentillesse, ni talent, il ne reste que la superficialité pour se définir. » Charlotte était devenue écarlate. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Dans le silence qui avait suivi, quelqu'un avait applaudi lentement. C'était la duchesse de Clermont-Tonnerre, une femme d'une soixantaine d'années respectée de tout Paris pour son esprit et son indépendance. « Bravo, madame la baronne », avait-elle dit. Il était temps que quelqu'un remette cette petite peste à sa place. « Charlotte, ma chère, la méchanceté gratuite est tellement vulgaire. » Ce soir-là, Marguerite avait gagné plus que des applaudissements. Elle avait gagné le respect de ceux qui comptaient vraiment dans la société parisienne, ceux qui voyaient au-delà des apparences. Mais Marguerite n'en avait pas terminé. Elle avait un plan, soigneusement orchestré, qui allait culminer lors du bal de la Saint-Sylvestre au Grand Palais, exactement 6 mois après son humiliation. Dans les coulisses, elle avait méthodiquement détruit les fondations de l'Empire Montfort. La banque où Alexandre siégeait au conseil d'administration? Marguerite en était maintenant actionnaire majoritaire et avait convoqué une assemblée extraordinaire pour le 2 janvier. La compagnie de chemin de fer dirigée par le père d'Alexandre. Elle avait racheté suffisamment d'actions pour bloquer toutes leurs décisions stratégiques. Le domaine viticole de la famille de Valois en Champagne. Elle avait acquis les terres adjacentes et négocié des contrats exclusifs avec leurs principaux distributeurs. Les Montfort ne comprenaient pas encore ce qui leur arrivait. Leurs affaires s'effritaient mystérieusement, leurs alliés devenaient distants, leurs projets échouaient les uns après les autres.
Le soir du 31 décembre arriva enfin. Marguerite se prépara avec le soin d'une générale avant la bataille décisive. Sa robe était un chef-d'œuvre, en satin noir brodé de perles de jais et de cristaux Swarovski qui créaient des constellations scintillantes à chaque mouvement. Le corsage était coupé pour mettre en valeur sa poitrine généreuse sans vulgarité, la taille était cintrée avec une élégance impériale, et la jupe tombait en vagues somptueuses qui bruissaient comme de l'eau de soie. Ses cheveux au beurre étaient relevés en un chignon complexe orné d'un diadème en diamant et saphir qui avait appartenu à son grand-oncle. Un collier assorti encerclait son cou. Elle se regarda dans le miroir de sa chambre et vit non pas une victime, mais une reine. Elle arriva au grand palais dans sa voiture tirée par ses chevaux blancs, escortée par 2 valets en livrée. La foule massée devant l'entrée se tut sur son passage. Les photographes des journaux mondains se pressaient pour capturer son image. À l'intérieur, le bal battait déjà son plein. Plus de 500 personnes évoluaient dans la salle immense sous les lustres monumentaux. Lorsque Marguerite fut annoncée Madame la baronne Marguerite de Peyrelevade, la musique s'arrêta. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle descendit le grand escalier avec une grâce souveraine, sa robe scintillant comme un ciel étoilé. Cette fois, ce n'étaient pas des regards de mépris qu'elle recevait, mais d'admiration, de respect et pour certains, de peur. Alexandre se tenait près de l'orchestre, pâle et tendu. Il avait beaucoup maigri ces derniers mois, son visage autrefois si séduisant était maintenant marqué par l'inquiétude. Quand leurs regards se croisèrent, Marguerite vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant, de la peur. Elle traversa la salle, la foule s'écartant devant elle comme la mer Rouge devant Moïse. Elle s'arrêta directement devant Alexandre, si près qu'il dut lever légèrement la tête pour la regarder. Elle portait ce soir des talons qui la grandissaient encore. « Alexandre, dit-elle d'une voix claire qui porta dans toute la salle maintenant silencieuse. Je crois que nous avons une conversation inachevée. Marguerite, bégaya-t-il, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'étais cruel, stupide. Si tu pouvais me pardonner. Me pardonner, répéta-t-elle, un sourcil arqué. Oh, Alexandre, le pardon est pour ceux qui regrettent sincèrement. Toi, tu regrettes seulement les conséquences de tes actes. Elle fit un geste, et son secrétaire particulier s'avança avec un dossier de cuir. Permets-moi de t'éclairer sur ces conséquences. Tu vois, j'ai découvert quelque chose de fascinant ces derniers mois. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais il peut certainement acheter la justice. Elle ouvrit le dossier et commença à lire, sa voix résonnant dans le silence absolu. J'ai acquis 52% des parts de la Banque Montfort et Associés. J'ai racheté 60% des actions de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest dont ton père est directeur. J'ai également acquis les créances hypothécaires sur votre hôtel particulier de l'avenue Foch, créances qui, je le note, sont en retard de paiement depuis 3 mois. Alexandre était devenu livide. Charlotte, qui s'était approchée, vacillait comme si elle allait s'évanouir. Mais ce n'est pas tout, continua Marguerite avec un sourire glacial. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant en examinant les comptes de la banque. Il semblerait, Alexandre, que tu aies détourné des fonds pour financer ton train de vie. Environ 300 000 francs au cours des 2 dernières années. C'est ce qu'on appelle du détournement de fonds, je crois. Un crime passible de prison. Tu ne peux pas prouver ça, s'écria Alexandre, la panique maintenant visible sur son visage. Oh, mais je le peux, répliqua-t-elle calmement. J'ai tous les documents nécessaires. Signés de ta main. Tes propres comptables m'ont aidé. Il s'avère qu'ils t'apprécient encore moins que moi. Elle referma le dossier et le tendit à son secrétaire. Mais je suis une femme de cœur, Alexandre. Je vais te faire une proposition. Tu as le choix,
soit je remets ces documents aux autorités demain matin, soit tu signes un accord selon lequel tu démissionnes de tous tes postes, tu vends ton titre et tes propriétés à moi, à un prix que je fixerai et tu quittes Paris définitivement. Tu ne peux pas faire ça, bégaya Charlotte. Nous sommes des Montfort. Notre famille est établie à Paris depuis le XIIe siècle. Marguerite se tourna vers elle avec un regard qui aurait pu geler la scène. Vraiment, Charlotte? Permets-moi de te rappeler ce que tu m'as dit il y a un an, presque jour pour jour. Tu as dit que je n'avais pas ma place dans ce monde, que je n'étais rien et que je ne serais jamais rien. Eh bien, regarde-moi maintenant. Je suis tout ce que tu as prétendu être, riche, puissante, respectée. La différence, c'est que je l'ai obtenu par le mérite, pas par l'accident de la naissance. Elle balaya la salle du regard, s'adressant maintenant à toute l'assemblée. Mesdames et messieurs, ce soir marque un changement. Un changement dans la façon dont nous jugeons les gens, dans les valeurs que nous célébrons. Pendant trop longtemps, la société parisienne a récompensé la superficialité, la cruauté déguisée en esprit, le mépris envers ceux qui sont différents. Je me tiens devant vous ce soir, pas plus mince qu'il y a 6 mois, mais infiniment plus riche, plus puissante, et surtout, plus épanouie que je ne l'ai jamais été. Parce que j'ai compris une vérité fondamentale, ce ne sont pas nos corps qui déterminent notre valeur, mais nos actions, notre caractère, notre capacité à nous relever après avoir été brisés. Un murmure d'approbation parcourut la foule. La duchesse de Clermont-Tonnerre applaudit, suivie par d'autres. Alexandre regardait autour de lui avec désespoir, réalisant que personne ne viendrait à son secours. « Alors, Alexandre, dit Marguerite en se retournant vers lui, quelle est ta décision? La prison ou l'exil? » Il y eut un long silence. Alexandre regardait le sol, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa défaite. Finalement, d'une voix à peine audible, il murmura « L'exil. » « Excellent choix, dit Marguerite. Mon avocat te contactera demain avec les papiers à signer. Tu as 1 semaine pour quitter Paris. » Elle se tourna pour partir, mais Alexandre tendit la main vers elle. « Marguerite, attends. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner? » Elle s'arrêta et le regarda par-dessus son épaule. Pour la première fois ce soir-là, son expression s'adoucit légèrement, non pas avec de la pitié, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse pour le temps perdu. « Alexandre, tu m'as appris une leçon précieuse, même si ce n'était pas celle que tu voulais m'enseigner. Tu m'as appris que l'amour ne doit jamais exiger qu'on se diminue, que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, que la vraie force vient de l'acceptation de soi, pas de la conformité aux attentes cruelles d'une société superficielle. Pour cela, je te suis presque reconnaissante. Mais te pardonner? Non, Alexandre. Certaines blessures ne se pardonnent pas. Elles se transcendent. Et c'est exactement ce que j'ai fait. » Elle s'éloigna alors, laissant Alexandre debout au milieu de la salle, un homme brisé entouré par les débris de son arrogance et de sa cruauté. Le reste de la soirée fut un triomphe pour Marguerite. Elle dansa, rit, conversa avec intelligence et esprit. Elle n'était plus la femme timide et blessée qui avait fui cette même salle 6 mois auparavant. Elle était transformée, non pas physiquement, son corps était le même mais intérieurement, là où cela comptait vraiment. Alors que minuit approchait et que les cloches des églises parisiennes commençaient à sonner l'arrivée de la nouvelle année, Marguerite se tenait sur la terrasse du Grand Palais, regardant Paris s'étendre devant elle. La ville lumière scintillait comme un océan d'étoiles, belle et impitoyable, pleine de promesses et de dangers. La duchesse de Clermont-Tonnerre la rejoignit, 2 coupes de champagne à la main. « À la nouvelle année, ma chère baronne, dit-elle en tendant un verre à Marguerite. Et à la nouvelle ère que vous inaugurez. » « Une nouvelle ère ?» demanda Marguerite avec un sourire interrogateur.
Bien sûr, répondit la duchesse. Vous ne le voyez donc pas? Ce soir, vous n'avez pas seulement vengé votre honneur. Vous avez brisé les chaînes qui retenaient des centaines de femmes captives de standards impossibles. Vous avez prouvé qu'une femme peut être puissante, respectée, admirée, peu importe sa silhouette. Vous avez fait trembler l'Empire, comme disait votre grand-oncle. Marguerite leva son verre vers le ciel étoilé. À Édouard, dit-elle doucement. Qui m'a appris que la vraie élégance réside dans la force du caractère. Et à vous, ma chère, ajouta la duchesse, qui avez transformé l'humiliation en triomphe, la douleur en pouvoir, et la vengeance en justice. Elles trinquèrent alors que les dernières notes de minuit résonnaient sur Paris. Une nouvelle année commençait, et avec elle, une nouvelle vie pour Marguerite Beaumont, baronne de Peyrelevade. Dans les mois qui suivirent, Marguerite utilisa sa fortune et son influence pour créer un véritable changement. Elle fonda une maison de couture qui créait des vêtements élégants pour toutes les morphologies, prouvant que la mode pouvait être inclusive sans sacrifier le style. Elle ouvrit des écoles pour les jeunes filles défavorisées, leur donnant les outils pour s'élever par l'éducation plutôt que par le mariage. Elle devint une figure respectée et admirée, non par vengeance, mais par l'exemple qu'elle incarnait, celui d'une femme qui avait refusé de se laisser définir par les regards cruels des autres, qui avait transformé sa douleur en force, et qui avait utilisé son pouvoir non pour écraser, mais pour élever. Alexandre de Montfort quitta Paris comme promis. On disait qu'il s'était installé dans une petite ville de province où il vivait modestement, hanté par les fantômes de sa cruauté passée. Charlotte avait épousé un vieux baron sans fortune mais avec un titre, échangeant son arrogance contre une vie confortable mais terne. Quant à Marguerite, elle ne se maria jamais. Elle avait appris qu'elle n'avait besoin de personne pour être complète. Elle vécut longtemps et pleinement, entourée d'amis fidèles, d'enfants qu'elle avait aidés à éduquer, de causes qu'elle avait soutenues. Et chaque année, le 14 juillet, jour anniversaire de son humiliation au Grand Palais, elle organisait un grand bal dans son château de Bordeaux. Un bal où toutes les femmes étaient les bienvenues, quelle que soit leur taille, leur origine, leur fortune. Un bal où l'on célébrait non pas l'apparence, mais l'authenticité. Un bal où l'on se souvenait qu'une femme brisée peut se relever, plus forte et plus brillante qu'avant. Car c'était là la véritable leçon de l'histoire de Marguerite Beaumont, que la dignité ne peut pas être détruite par l'humiliation, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'aune des standards superficiels d'une société corrompue, et que parfois, les plus grandes victoires naissent des plus profondes défaites. L'Empire avait tremblé. Et il ne serait plus jamais le même.